Alors, en devenant mondial, notre modèle de développement a démontré à la fois ses limites et ses contradictions. Comment restaurer la légitimité de l'entreprise en intégrant son activité dans une perspective éthique et durable? La question est essentielle parce que si nous ne le faisons pas, les électeurs à long terme, constatant qu'un petit nombre de gens deviennent de plus en plus riches et que les grandes masses d'électeurs, eux, ne participent pas à cet immense gâteau, se retourneront contre le système d'économie libérale et en amenant à des catastrophes politiques qui peuvent au contraire venir détruire de la création de valeur économique. Donc cette réconciliation entre l'entreprise et l'opinion publique en général, sur laquelle en France en plus nous sommes particulièrement en avance, car nous sommes le pays parmi tous les pays de l'OCDE pour lequel la plus grande partie des votants disent que l'économie libérale n'est pas le meilleur système pour eux d'organisation sociale. Ce qui veut dire que la moitié de la population est schizophrène en étant employée par des entreprises en pensant que ce système n'est pas le bon. Mais comment restaurer cette confiance? Je crois que la seule manière de restaurer cette confiance, c'est en faisant deux choses. La première, c'est en faisant en sorte que les entreprises acceptent l'ampleur des responsabilités sociétales qui sont les leurs, d'abord. Et la deuxième, c'est en construisant des systèmes économico-politiques dans lesquels il y a suffisamment d'éléments de régulation pour que l'on sorte des principes qui nous ont gouvernés pendant les 20 dernières années, à savoir que l'autorégulation suffirait. Eh bien non, l'autorégulation ne suffit pas. La dérive du système bancaire qui a poussé des gens à se surendetter, y compris en donnant des incentives aux vendeurs de prêts individuels qui étaient d'autant plus élevés que les clients étaient plus risqués, ce qui amenait mécaniquement à ce que le système s'emballe. Ce genre de dispositif amène à des régulations nécessairement plus fortes. Ça doit être fait. On sait que les pays aujourd'hui négocient au regard de leur propre culture historique. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire? Il y a de grands débats internationaux sur ce plan-là, et ça ne peut être fait que sur le plan international. Mais en parallèle de ces débats, qui sont plutôt des débats macro, l'élément clé est que chaque responsable d'entreprise, et plus bas dans la hiérarchie, chaque cadre d'entreprise, se réapproprie la responsabilité politique au sens noble du terme de l'entreprise et non plus une seule responsabilité économique. Si les entreprises ont besoin de changer leur comportement, cela signifie que les entrepreneurs doivent aussi être amenés à développer une conscience et une compétence éthique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, quand on regarde les gens qui dirigent des entreprises cotées, ils sont tous arrivés à la conclusion que des éléments de mesure qui sont des éléments de mesure financiers extraordinairement volatiles et dans lesquels ils vont vivre ou survivre sur la dictature des quarterly reports, sont des éléments de mesure qui ne décrivent pas la qualité de ce qu'ils font. Et pour discuter souvent, régulièrement avec des dirigeants d'entreprises, pour voir des entreprises se retirer de la cotation boursière, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, alors que la bourse, l'entrée en bourse avait été pour eux un grand moment, on voit des entreprises, au nom de la vision stratégique à long terme, se retirer de la cotation boursière. Et on voit que les entreprises dans lesquelles les noyaux d'actionnariat sont des noyaux stables à long terme, sont des entreprises plus performantes que la moyenne, ça c'est démontré par les analyses et les études rigoureuses, plus performantes que la moyenne, tout simplement parce que les gens ont le droit de penser long terme. Et il y a une association entre managers et actionnaires pour penser long terme. Je crois que ces questions-là, du rapport au court terme versus le long terme, sont des questions qui sont devenues des lieux de souffrance et de désir de la part des dirigeants d'entreprise, et que donc là-dessus, ils ont pris, leur conscience est très vive. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que ces entreprises étant toutes situées dans un certain nombre de pays au niveau de leurs sièges, qui sont des pays avancés, les dirigeants ne peuvent plus faire fi des détresses sociales de nos pays avancés. J'habite en France, je suis dans un pays qui est quand même la 5e économie mondiale, et chaque année, nous jetons à la rue, quasiment à la rue, 150 000 jeunes sans aucune qualification.
c'est-à-dire 20% de la classe d'âge qui sort du système éducatif. En 10 ans, on a fabriqué 1,5 million de gens qui sont semi-sauvages, mais légitimement, puisqu'ils perçoivent du système que ce système, tant scolaire que social, les rejette. Comment ceci est-il possible dans l'état d'économie avancée dans lequel nous sommes? Donc je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants et nos cadres en général se réapproprient comme une nécessité, alors pas tous à la même vitesse, etc. bien sûr, mais en moyenne, se réapproprient comme une nécessité cette mission-là. Il est important d'agir rapidement. Alors comment accélérer ce processus de responsabilisation des entreprises? Alors je pense que pour l'accélérer, il y a essentiellement deux chemins. Il y a un chemin qui est le chemin de la formation et du travail sur les hommes et les femmes par la formation initiale et la formation continue sur les valeurs profondes auxquelles ils se réfèrent. Arriver à construire des compétences éthiques chez les personnes, on n'enseigne pas l'éthique, par contre on peut construire des compétences éthiques, tant en formation initiale qu'en formation continue, et quelque chose qui va aider les cadres à habiter d'une manière intelligente les dilemmes auxquels ils vont être confrontés. Et ils y sont confrontés très très vite, très très vite. Ça, c'est la première chose, c'est le travail sur une liberté et une conscience personnelle qui ait été alourdie, épaissie, enrichie quant à l'univers de référence par rapport auquel ils vont décider. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, je crois que c'est un élément à la fois de débat public et de travail des entreprises les unes avec les autres pour que cette conscience-là soit suffisamment partagée pour qu'elle amène à sortir du dilemme du prisonnier. Parce qu'un des points compliqués, c'est qu'une entreprise qui peut vouloir faire plus ou mieux sur ces sujets-là, soit elle est dans un secteur où elle peut en faire un avantage compétitif. Dans un certain nombre de secteurs, c'est le cas. Les consommateurs eux-mêmes deviennent de plus en plus sensibles à ces enjeux-là. Donc ça peut être le cas et elle peut le faire seule. Soit elle est dans des secteurs où, dans un premier temps, elle va perdre en termes de coûts. Et donc, dans des secteurs dans lesquels il en est ainsi, on ne peut progresser qu'en surmontant le dilemme du prisonnier et donc en organisant une certaine conscience collective de ce qu'il y a des choses qu'on ne doit plus ou qu'on ne peut plus faire comme avant. Puis enfin, bien sûr, les pouvoirs publics, par les éléments de régulation qu'ils vont mettre en place, taxes carbone, etc., sont des lieux de régulation du système qui peuvent profondément faire bouger le système.